Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Une vidéo un peu originale cette fois-ci puisque c'est essentiellement un entretien sur un sujet qui retrouve une certaine actualité et ce à un an des élections présidentielles mais aussi législatives. Il se trouve qu'il y a un retour du débat sur ces questions de cumul des mandats dans le temps et l'espace. Donc, relatons ensemble l'état du droit et évoquons ce débat via une petite interview du sénateur Marseille qui a un petit peu jeté un pavé dans la mare de ce sujet qui semblait a priori stabilisé. En droit, les règles de cumul des mandats relèvent du régime des incompatibilités. Donc, au bout d'un certain temps, il faut choisir. Il n'y a pas interdiction de se présenter, mais après l'élection, il faut choisir entre les mandats. Ça fait ainsi longtemps que l'on ne peut plus être exécutif de deux niveaux différents de collectivités territoriales. Les fonctions de président de conseil régional, des exécutifs de Corse, conseil départemental, maire délégué, sont strictement incompatibles entre elles. Il y a quelques subtilités cependant pour les maires de communes nouvelles et les maires délégués et quelques subtilités aussi en cas de contentieux électoral en cours. Les articles L46-1 et suivants du Code électoral interdisent d'ailleurs d'exercer plus de 2 mandats locaux, donc communes, départements, régions, équivalents ou députés européens. Voici cet article. Mais le débat s'est surtout focalisé dans le grand public sur les cumuls entre mandats électifs, donc entre les fonctions parlementaires d'un côté et les fonctions exécutives locales pour lesquelles il y a eu des réformes qui ont commencé en 2000 pardon, et qui ont abouti à des textes, notamment la loi organique du 14 février 2014, mais il y a eu 2 textes le même jour, qui a mis fin aux députés maires, aux sénateurs maires, avec une mise en œuvre un peu étalée dans le temps, avec essentiellement une grande bascule en 2017 pour une partie du Sénat et l'intégralité des députés, et une incompatibilité à résoudre via une démission dans les 30 jours. Et la loi a mis donc fin aux députés maires, aux sénateurs maires, mais aussi aux députés ou sénateurs ou sénatrices, adjoints ou adjointes au maire, et même membres des assemblées délibérantes, sauf pour les communes de moins de 1000 habitants. Voici l'article principal, mais il y en a d'autres sur ce point, qui est l'article LO 141 du Code électoral. Les parlementaires européens ont quant à eux un régime relativement proche, avec quelques adaptations. Voici les références. Ajoutons que la question, par contre, du cumul entre fonctions ministérielles et exécutives locales donne lieu à beaucoup de débats, à des doctrines ou des points de vue, mais pas à un vrai traitement juridique. Et à 2 reprises, sous l'actuelle mandature, le président de la République et ses ministres successifs, ça avait commencé avec M. Bayrou quand il était garde des Sceaux, a tenté de faire passer une réforme de non-cumul des mandats dans le temps. Pas plus de 3 mandats identiques à la suite. Mais cette réforme n'a pas pu passer, faute d'accord avec le Sénat. Et ben justement, c'est au Sénat que devrait ou devait être déposée une proposition de loi organique par le président du groupe UC du Sénat, monsieur Hervé Marseille, qui s'appuie notamment sur un sondage IFOP diligenté par ce groupe parlementaire, selon lequel 57% des Français seraient favorables à un retour du cumul des mandats sans cumul des indemnités. Alors, c'est ce que nous propose monsieur le sénateur donc Hervé Marseille. Nous avons voulu lui demander d'expliquer son projet de réforme. Comme toujours lorsque j'interviewe quelqu'un, ça ne veut pas dire que j'approuve ses propos ou que je le désapprouve. Simplement, ce sont des éléments extrêmement importants pour le débat. Et je fais ce genre de mention dès que je le peux. Donc, je suis tout à fait intéressé d'échanger avec monsieur le sénateur. Monsieur le sénateur, merci d'être avec nous. Vous avez récemment évoqué l'utilité de revenir sur ces questions de cumul des mandats. Quels sont les grands éléments de votre argumentation en ce sens? Bah, écoutez, les dernières élections départementales et régionales ont montré une fois encore qu'il y avait un éloignement du citoyen vis-à-vis de la chose publique. Et il y a plus de crédibilité dans la parole publique. Je crois que depuis pas mal d'années maintenant, et c'est corroboré par un certain nombre de sondages, les gens ne votent plus. Non pas parce qu'ils ne peuvent pas voter par
correspondance ou par voie électronique, ce qui ne sont que des moyens, mais au fond, ils ne croient plus en la parole publique. Les gens ne votent plus parce qu'ils ne croient plus en la parole publique, et il y a un éloignement physique d'ailleurs du citoyen par rapport à la décision. On a redessiné de grandes régions, on a découpé les cantons, et on a donc éloigné le citoyen des lieux de décision et des élus. Le cumul des mandats, ce qu'on appelait le cumul, c'était 2 mandats. C'était la possibilité pour un parlementaire en particulier, avant 2014, d'avoir un mandat parlementaire et de pouvoir avoir un exécutif local. On pouvait être député maire ou sénateur maire, on pouvait être président d'un département, d'une région. Et donc, il y avait un poids au Parlement. Le parlementaire qui représentait sa commune, son département ou sa région pesait auprès de l'exécutif au sein des assemblées parlementaires. Aujourd'hui, les parlementaires ne sont plus accompagnés du poids de leur territoire. Quand vous aviez le maire de Marseille, le maire de Lyon ou le maire de Paris qui était fort de son mandat d'élu ou d'un président de département, il pesait vis-à-vis du gouvernement, même si c'était un gouvernement proche de lui. Aujourd'hui, le fait que les parlementaires soient déshabillés, si je puis dire, de leur mandat local, évidemment, donne plus de poids encore au gouvernement, qui peut faire davantage encore ce qu'il veut au Parlement. Vous ajoutez à ça que les parlementaires de l'Assemblée nationale sont élus presque en même temps que le président de la République, ce qui lui donne une majorité, j'allais dire, à sa dévotion, quelle que soit sa couleur politique. L'affaire du quinquennat et de l'inversement des dates d'élection des députés n'arrange rien à l'affaire. Quand on regarde les raisons, l'exposé des motifs qui existe dans la loi de 2014 qui a mis un terme à ce qu'on appelle le cumul des fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire. On s'aperçoit que la principale raison qui est invoquée, c'est en souhaitant libérer les parlementaires de responsabilités au sein des exécutifs ou des intercommunalités, le gouvernement prend acte de la profonde évolution du travail parlementaire depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008 qui donnerait, à écouter ce que dit cet exposé des motifs, beaucoup de pouvoir au Parlement. On voit bien qu'il n'en est rien. Puisque aujourd'hui, les conditions davantage encore dans lesquelles s'exerce le pouvoir, c'est-à-dire la verticalité dont on parle tant, jupitérienne si je puis dire, qui fait qu'il n'y a plus qu'un exécutif, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de parlement, fait qu'il est important qu'on redonne des responsabilités territoriales aux parlementaires pour qu'ils aient les pieds ancrés dans les réalités territoriales. En 2012, il y avait 80% des députés qui avaient un exécutif local et plus de 75% des sénateurs. Aujourd'hui, je crois qu'on est moins de 5% dans les deux assemblées. Et donc, il y a une méconnaissance des problèmes territoriaux et il y a également un éloignement par rapport aux citoyens et par rapport à ses préoccupations. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec un certain nombre d'amis, de déposer une proposition de loi organique pour, je vais dire, revenir à la possibilité pour les parlementaires d'avoir un exécutif local dans les communes de moins de 10 000 habitants, c'est-à-dire maire ou adjoint au maire, ce qui constitue 97% des communes de France. 97%. Donc c'est un pas, et j'ajoute, pour que les choses soient totalement claires, en refusant le cumul d'indemnités. C'est-à-dire que ce cumul pourrait avoir lieu sans cumul des indemnités, sachant que, ce qui est méconnu des Français, les élus aujourd'hui sont soumis à un écrêtement. Quel que soit leur mandat, ils ne peuvent pas toucher plus d'une certaine somme prévue par les textes. Une fois et demie l'indemnité parlementaire de base, mais avec un mode de calcul complexe en réalité. Voilà, mais c'est écrété, c'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les mandats que vous voulez. Oui, une fois et demie l'indemnité parlementaire. Voilà, une fois et demie l'indemnité parlementaire. Bon,
Donc, voilà, ça c'est la raison. Est-ce que je me trompe si je résume du coup vos propos en disant éloignement, donc on va rapprocher en termes de confiance et de proximité en donnant des parlementaires qui parfois seront des élus locaux en qui les gens ont confiance. 2, plus de poids au Parlement parce que les gens ont d'autres assises et de l'expérience. Et 3, certains éléments de compétence. Ce à quoi d'autres vous diront oui, 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 mais en même temps, la dissociation des mandats a permis peut-être plus de renouvellement ou plus de concentration des élus sur leur mandat, qui sont des arguments qui, moi, ne me semblent pas totalement sans portée tout de même. Qu'avez-vous à répondre à ces éléments-là? Bah, de toute façon, pour qui vit un peu le Parlement en ce moment, on s'aperçoit que la marge d'expression parlementaire est extrêmement faible. C'est le gouvernement qui fait la loi, ce n'est pas le Parlement. On vous amène un texte, vous pouvez amender. Et d'ailleurs, pourquoi il y a autant d'amendements? C'est parce que les parlementaires n'ont plus que ça à faire. Donc, ils produisent des amendements en pagaille. Et donc, le rôle maintenant de l'exécutif, comme d'ailleurs d'un certain nombre d'assemblées, c'est d'essayer de limiter cette inflation d'amendements. Et donc, le fin du fin, c'était que le seul moyen d'action du parlementaire, qui est l'amendement, a même été a été combattu dans les dernières propositions du président Macron en 2008. Dieu merci, ça n'a pas eu de suite, mais dans les propositions constitutionnelles qu'il faisait en 2008, le président de la République voulait limiter le droit d'amendement. Parce que quand on voit des textes, par exemple, nous venons d'examiner le texte de Mme Gourault sur les territoires, ce qu'on appelle 3DS, décentralisation, etc., simplification, eh bien, il y avait pas loin de 2000 amendements ici au Sénat. Parce qu'en plus, c'est un texte territorial, donc c'est vous dire que chaque sénateur est agrégé de territoire, donc tout le monde y va de ces amendements. Il a fallu en bousculer près de 25% au titre des articles 40 et 45 qui permettent aux commissions d'évacuer ces amendements. Donc, il faut donner, je ne vais pas dire qu'il faut donner de l'occupation aux parlementaires, mais il faut leur donner un rôle utile. Alors, au Parlement, c'est très compliqué parce que la marge d'action, surtout au Sénat, est limitée, puisque c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Et l'Assemblée est à la dévotion du gouvernement, puisqu'elle est là pour, en gros, ratifier les demandes de l'exécutif. Donc, ça devient extrêmement compliqué de faire évoluer la loi. J'ajoute que on est, contrairement aux autres pays européens, dans un pays qui reste très centralisé. On passe notre vie à parler de décentralisation, mais la Covid a ramené une recentralisation au niveau de l'État et des préfets. Et donc, je ne dis pas que ce n'était pas nécessaire dans une certaine mesure, mais nous sommes dans un pays centralisé. Et en gros, si vous ne venez pas à Paris pour défendre des préoccupations, ça n'est pas dans les préfectures départementales que vous pouvez les faire évoluer. Quand vous êtes en Allemagne, c'est un pays fédéral. Quand vous êtes en Espagne, il y a des grandes régions. En Italie aussi. Les Pays-Bas, c'est un petit pays. Bon, mais il y a une forme de décentralisation très poussée. Vous avez des exécutifs locaux. Chez nous, ça n'est pas le cas. Il y a des grandes régions, elles ont un certain nombre de compétences, mais les compétences régaliennes, c'est au niveau de l'État. Si vous voulez obtenir une ligne de TGV, si vous voulez obtenir des choses importantes, c'est au niveau de Paris que vous les obtenez. C'est là où le parlementaire peut être utile. Mais s'il n'a pas de poids, comment fait-il pour défendre sa région, son département? Et on voit bien qu'aujourd'hui, la plupart des parlementaires sont démunis. Quand vous évoquez donc une réforme possible du cumul des mandats, dont bon là vous avez lancé une sonde, un pavé dans la mare, les chances que ce texte aboutisse sous la mandature actuelle, on est d'accord, sont faibles, mais vous avez voulu faire date. Que proposez-vous en termes du coup de nombre maximum de mandats simultanés? De revenir à la possibilité d'avoir un exécutif. D'accord. Aujourd'hui, moi j'ai été maire pendant 20 ans. En étant maire, j'avais aussi l'office HLM, la SEM d'aménagement, etc. Ce qui permettait de connaître pragmatiquement ce qui se passait en termes d'urbanisme, en termes social, au CCAS, etc. Aujourd'hui, on dit ah oui, mais vous pouvez être conseiller municipal. D'accord, mais conseiller municipal, pardon, c'est noble.
mais vous n'êtes pas dans l'action, puisque c'est l'exécutif qui dispose des moyens Bien sûr. donc, et des informations. La plupart de mes collègues députés ou sénateurs, ils sont à Paris le mardi au Parlement, les préfets font des réunions le mardi ou le mercredi. Dans les départements, vous n'êtes plus au courant de rien. Vous êtes obligé de courir après l'information. Vous ne recevez plus les gens, sauf à vos Hmm. permanences. Vous ajoutez à ça que le président actuel, Emmanuel Macron, a dit à ses amis quand il les a fait élire en 2017, vous êtes là pour faire la loi. On est d'accord. En gros, vous n'êtes pas là pour faire les assistantes sociales sur le terrain. Mais le parlementaire, il a besoin aussi d'écouter ce qui se dit dans sa ville, dans son département, dans sa région, pour faire remonter les informations. Tout le monde a été surpris par les gilets jaunes. Ah, et si les gars, ils avaient été davantage dans les comices agricoles, sur le terrain, dans les foires, peut-être qu'ils auraient senti davantage monter cette grogne qui d'ailleurs peut revenir grâce à l'Europe prochainement. C'est important que les parlementaires aient les pieds dans les territoires. Et le fait, pardon, d'être parlementaire et maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, quelque chose me dit, moi j'étais maire d'une commune de 48 000 habitants, franchement, quand on est organisé avec les collaborateurs qu'on a, c'est quand même pas le bout du monde. Hein. On est capable d'assumer ces responsabilités-là. Donc, je crois que c'est important qu'il y ait à nouveau un lien très fort entre le Parlement et ce qu'on appelle les territoires, ce qui est une notion juridique d'ailleurs assez confuse, parce que territoire, c'est voilà, c'est les communes, les départements, les intercos, et pour entendre ce que et pour entendre ce que disent les représentants que vous avez en face de vous, associatifs, de la population, parce que c'est important d'avoir ce lien et de pouvoir répercuter au plan national et au Parlement les préoccupations qu'on entend, qu'elles soient celles techniques, ceux qu'on rencontre, comme les simples citoyens qui sont appelés à vous parler dans le cadre de permanence. Dernière chose, vous avez évoqué le président de la République. Il a porté en réalité à 2 reprises, des projets qui visaient donc, projet de loi notamment, organique constitutionnel et ordinaire, visant à limiter le cumul des mandats cette fois-ci, mais dans le temps. Et on était à chaque fois sur un projet de pas plus de 3 mandats à la suite, le premier mandat, étant celui, courant, lors de l'entrée en vigueur de la loi. Ces textes n'aboutiront pas sous l'actuelle mandature, c'est une certitude. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette question de cumul des mandats dans le temps ou est-ce que vous vous reportez, uniquement sur le choix du citoyen? Sachant que, démocratiquement, on pourrait être tenté par le citoyen, mais c'est ne faire injure à personne que de constater qu'on a tous connu des élus qui, même les meilleurs, arrivaient à la fin du 3e mandat, s'enfermaient dans une certaine routine. Mais on peut se dire que c'est aux citoyens d'en arbitrer. Moi, Mais je en suis même assez temps, on peut se dire aussi que c'est au législateur d'assurer un renouvellement, des exercices locaux. Oui, je n'ai pas de religion définie sur ce sujet. Je suis un peu gêné parce que je ne vois pas pourquoi les parlementaires seraient les seuls à avoir des seuils d'âge. Vous pouvez conduire quasiment jusqu'à 100 ans, vous pouvez Mmh. être avocat jusqu'à temps que vous puissiez plus marcher ou parler. On n'aura pas trop le choix de manière en termes de retraite, oui. Oui, bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a cette profession où on vous dit vous pouvez pas, vous pouvez pas. Il faut arrêter à un moment donné. Bon, moi je fais confiance aux électeurs parce qu'on s'en réfère toujours à la souveraineté et au pouvoir du peuple de choisir, de déléguer. Donc je serais plutôt pour faire confiance aux électeurs. Maintenant, bon, si on limitait à plusieurs mandats, effectivement, pourquoi pas. Je n'ai pas de religion sur l'affaire, mais je suis un peu gêné parce que on rentre dans un cycle. À ce moment-là, si on le fait pour les parlementaires, on va dire on va le faire pour d'autres. Et on va commencer à mettre des seuils d'âge un peu partout. On est dans un pays qui fonctionne comme ça. Donc, parce que tout le monde trouvera commode de dire ah bah il faut interdire dans telle représentation, je ne sais pas quoi, moi, dans les chambres de commerce, bon, voilà, de manière ordinale, de répéter des responsabilités. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux citoyens, mais c'est un sujet qui se discute.
Mais écoutez, monsieur le sénateur, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une bonne journée. Merci, au revoir. Merci maître, merci de m'avoir permis d'expliquer ce sujet et je reste à disposition de tous ceux qui vous suivent. Voilà. Merci beaucoup. Merci.